Votre attention, s'il vous plaît. Ici contrôle navigation des oiseaux d'Europe. Froid intense sur Islande, Scandinavie, Sibérie. Innombrables troupes fuient vers Sud-Europe et Afrique. Principale route migratoire conflue sur Ouest-France. Bouchons importants à craindre sur littoraux atlantiques français. Communiqué d'urgence, meilleure zone d'atterrissage. Prévoir accueil au sol pour transit ou hivernage de plusieurs millions d'oiseaux. L'instinct migratoire qui pousse ces oiseaux vers ces littoraux ne les a pas trompés. Ils vont trouver là, de la Bretagne à l'Aquitaine, l'un des plus remarquables ensembles de baies, de vasières et de marais de toute l'Europe. Dans la baie du Morbihan, véritable petite mer aux îles innombrables, l'eau douce et l'eau salée se mêlent dans une explosion de vie. L'homme a depuis toujours façonné ces paysages. Les marais salants enrichissent les estuaires de leurs étranges damiers. Dans ce plat pays, aux fortes pluies d'hiver, les fleuves côtiers envahissent des immensités de prairies inondables. Ces marais temporaires charentais, poitevins ou bretons, c'est cela aussi, la richesse des littoraux atlantiques. Véritables exutoires de ces énormes masses d'eau, des lacs et des marais comme Grandlieu ou la Grande Brière complètent ce gigantesque puzzle de zones humides profondément enracinées entre la terre et la mer. Les bernaches cravants arrivent tout juste du Grand Nord. Elles seront les premières, avec les bécassos, à découvrir ces milieux et leurs opulentes ressources. Jean-Claude Lefebvre, professeur au Muséum, nous parle de ces richesses méconnues. Les scientifiques du monde entier sont unanimes. Les zones de marais sont les zones les plus productives du globe, sont les lieux où s'élabore le plus de matière vivante. Alors cette matière vivante, quelle est-elle ? C'est d'abord une production végétale qui est quelquefois exceptionnelle, avec 30-40 tonnes de matière sèche à l'hectare, c'est-à-dire plus que finalement les cultures les plus intensives. Je crois que ça mérite d'être dit. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette matière première n'est pas consommable directement par l'homme et du coup est laissée pour compte. On la laisse de côté parce qu'effectivement, elle ne participe pas à ce qui peut être utilisé par l'homme. Seulement, ce que l'on oublie, c'est qu'elle initie finalement des chaînes alimentaires, des réseaux trophiques très élaborés qui permettront par la suite de fournir une production secondaire importante sous forme de crustacés, de mollusques, de poissons qui, eux, seront consommés par les hommes. Et il faut dire que le révélateur le plus important de cette richesse extraordinaire que constituent les zones humides, ce sont peut-être les oiseaux. C'est pour ça qu'ils ont été considérés finalement à l'échelon mondial comme les meilleurs indicateurs de la qualité de ces milieux exceptionnels que constituent ces zones humides, que constituent ces marais. Nous avons demandé à M. Auneau, ostréiculteur, pourquoi il mettait ses huîtres dans le chenal qui draine les eaux des marais vers la baie de l'Aiguillon. Nos huîtres sont mises dans Chenalvieux pour avoir une bonne raison, c'est que Chenalvieux descend des marais de Luçon et ça nous donne un apport de plancton végétal qui donne une excellente nourriture pour nos huîtres, ce qui leur permet de pousser assez rapidement. Et par la même occasion, dans ces fonds, les eaux chauffent en période d'été. C'est excellent pour la forme et la qualité de nos huîtres. Cette qualité est menacée. De plus en plus souvent, on draine ces marais nourriciers pour les remplacer par des cultures céréalières. Le maïs en particulier ne fait pas bon ménage avec les huîtres.
Les champs cultivés nous apportent un sérieux problème dans le sens où l'agriculture, de par ses perfections, utilise des produits qui sont vraiment très mauvais pour nos coquillages, certains de nos coquillages. De par l'utilisation des produits, on a une diminution de qualité des eaux qui nous fait, en période donnée de l'année, dans les périodes pluviales, où on a cette descente de produits chimiques, qui est une nuisance pour la grosseur de nos huîtres, pour leur qualité. Et on a constaté aussi certains coquillages tels qu'Avignon ou Coque ont disparu complètement de nos régions. La richesse de la mer est fragile. La baie du Morbihan n'échappe pas à cette menace et l'énorme production animale et végétale de ces 20 000 hectares de vasières dépend là aussi de l'intégrité de ces marais et de ces fleuves côtiers. Pour les Bernaches-Cravant, l'automne signifie la fin d'un long voyage de près de 6000 km entre les toundras sibériennes et les vasières d'Europe occidentale. La France et ses littoraux atlantiques occupent une position privilégiée pour l'hivernage de cette petite oie. 40 000 à 50 000 Bernaches-Cravant viennent chaque année passer leurs vacances d'hiver dans ces baies. La présence de quelques 20 000 bernaches en novembre dans la baie du Morbihan dépend de ressources alimentaires copieuses. Une graminée aquatique, la zostère et une algue verte sont broutées en permanence par des hordes affamées. Conséquence directe, quand la nourriture vient à manquer, les grands vols doivent chercher plus au sud de nouveaux gagnages. C'est dans l'île de Ré, autour des anciennes salines du Fier d'Ars, que nos fuyardes finiront la mauvaise saison. En janvier et février, leurs compagnons de vasière sont innombrables. Ce sont les minuscules bécassos variables, dont les bandes vont et viennent au gré du flot. À marée haute se reposent au coude à coude avocettes, pluviers, bécassos et canards tadornes. La côte atlantique française, de Loire à Gironde, représente l'un des plus importants points d'hivernage pour les limicoles et les canards, avec une population d'environ 300 000 oiseaux. La nervosité de ce peuple de l'île Liputien en dit long sur son impatience à retrouver les vasières et la nourriture. Vue d'un œil de Bécassot, elle est bien étrange, cette baie de l'Aiguillon. Les rigoles qui prolongent les petits fleuves côtiers y tracent de curieux arbres généalogiques. C'est vraiment là que la mer s'enracine dans la terre. Les richesses engendrées par ce mariage fécond sont partagées. Avec les oiseaux, les principaux utilisateurs sont les hommes, éleveurs d'huîtres ou de moules. La baie de l'Aiguillon est en effet le premier parc français d'élevage des moules et fournit environ la moitié de notre consommation nationale, soit quelques 40 000 tonnes.
Voilà qui rend songeur quand on sait que cette baie faillit être transformée, il y a 20 ans, en un immense polder. Qu'est-ce qui peut donner une idée plus précise de la vie fourmillante de ces vasières que le spectacle de ces troupes bigarrées et mouvantes de limicoles fuyant la marée? Avec empressement et méthode, chacun cherche provende. Petits vers, mollusques, crustacés microscopiques, des millions de ces proies finiront dans des dizaines de milliers de becs. Les jours de grande marée, les reposoirs où d'habitude ces oiseaux attendent le reflux sont eux aussi submergés. Les canards pilets se joignent aux barges à queue noire pour chercher ailleurs le refuge de la terre ferme. Avec Mars, grossis par les pluies d'hiver, les fleuves côtiers, à la pente presque nulle, ont débordé leurs digues et ont blanchi le bocage. Dans l'immensité du marais Poitevin, certains prés inondables, peu modifiés par l'homme, rappellent les prés salés primitifs. C'est là, quand ils sont mis en réserve, que se concentrent des milliers de canards, d'oies et de limicoles. La fin de l'hiver approche et déjà la migration s'inverse. Les oies cendrées, en cette fin de mars, arrivent tout juste d'Andalousie. Une autre manne attire là les petits échassiers de prairie, la barge à queue noire et le vanneau huppé, tous deux grands chasseurs de lombrics. Ce vanneau est un expert dans l'art de la supercherie. Pour imiter la pluie, il tapote délicatement le sol de l'une de ses pattes. Le ver imprudent met le nez dehors, hop, notre vanneau a fait mouche et reprend son fructueux manège. Dans ce pays d'élevage, ces prés humides offerts à la pâture collective étaient la règle avant que n'interviennent remembrement et assèchement. Certains communaux, heureusement, ont su conserver leur richesse et l'originalité de leur tradition. Chaque année, en avril, c'est l'ouverture officielle de ces pâturages collectifs. Le forgeron de la commune se charge du marquage des vaches. Précaution indispensable pour séparer les différents troupeaux à la fin de la période d'estive. Une saison s'achève, une autre commence. Et les troupeaux domestiques qui remplacent pour un temps les voyageurs sauvages appelés vers le nord participent à leur façon à l'enrichissement de ces marais communaux où l'homme tient une place discrète et bénéfique. Cette cohabitation entre pêcheurs humains et oiseaux-pêcheurs est remarquable, surtout quand on sait qu'il y a 20 ans à peine, les hommes ici détruisaient régulièrement les nids de hérons.
Alourdis par leur proie, les hérons nourriciers gagnent la colonie proche, cachée dans des forêts flottantes de saules et d'aulnes. Dans un millier de nids comme celui-ci, attend impatiemment une progéniture insatiable. À vol de héron, le lac de Grandlieu n'est qu'à 60 km de l'un des plus beaux marais salants de la côte ouest, les fameuses salines de la presqu'île de Guérande. L'homme, depuis plus d'un millénaire, a créé cet étrange paysage géométrique sans pour autant rompre l'harmonie et la richesse de ces espaces sauvages. Non loin des salicornes empourprées aux premières chaleurs d'été, les échasses, timides et charmantes, ont charge de famille. Quand un poussin, joliment bigarré, a perdu les 2 paires d'échasses carmin de ses parents, cela fait une petite panique et une histoire tendre qui finit bien. En juillet, quand les chaleurs reviennent, le travail ne manque pas et le paludier ne peut prêter attention à toute la vie sauvage qui l'entoure. Après avoir piégé l'océan dans un labyrinthe compliqué de bassins et de chenaux, il conduit une saumure chaude et concentrée dans la dernière enceinte nommée œillet. Le sel gris, fils du vent et du soleil, y cristallise et doit être cueilli tous les jours avec habileté. Dans ces salines, un petit passereau, la gorge bleue, s'est fait le plus fidèle compagnon des paludiers au travail. En bordure des salines, le busard des roseaux, alourdi d'une proie, retourne à son aire. Les avossettes, qui elles aussi ont des poussins à élever, houspillent efficacement le rapace pour l'éloigner de leur territoire. L'élégante avossette au curieux bec retroussé trouve dans ces marais salants le milieu idéal pour établir ses colonies, pourvu que la tranquillité y soit absolue. Le rôle des réserves est ici prépondérant. L'éducation des enfants avossettes est une chose sérieuse. Ce poussin, qui s'est imprudemment éloigné du périmètre défendu par ses parents, en fait la cruelle expérience. La leçon, pour sévère qu'elle fût, n'a pas trop affecté notre malheureux poussin. Il sait maintenant ce que le mot territoire veut dire. Voilà bien l'efficacité des châtiments corporels. Il peut sembler étrange de voir un chevalier, familier des vasières, se poser sur un piquet. Le gambette, ici, célèbre ses noces et se montre bien en évidence pour clamer au marais sa présence et mieux défendre sa progéniture. Avec Juillet, les échasses vont apprendre à leurs dépens que chez les hommes, il y a aussi des migrations. Celles des grandes vacances drainent dans leur territoire de dunes et de lagunes une foule de citadins qui, sans le savoir, peuvent devenir des intrus.
Pour un temps, ces flots de touristes vont remplacer sur les grèves à marée basse les troupes d'échassiers ou de bernaches. Sans bien en connaître l'origine, ces pêcheurs d'occasion profitent, là encore, de richesses engendrées loin de là par l'union féconde de la terre et de la mer. Sur ces côtes propices, la tentation est grande de multiplier les constructions pour accueillir le plus grand nombre. Le maintien des richesses écologiques de ce littoral ne pourra se faire qu'en préservant d'urgence les dernières côtes vierges du tourisme de masse. Avec un nouvel automne, les grèves et les plages libérées des migrateurs humains voient revenir leurs fidèles voyageuses venues du froid, les bernaches cravants. Mais y retrouveront-elles la même hospitalité? Dans l'estuaire de la Loire, on a drainé 5000 hectares de vasières et l'installation d'usines condamne à terme l'équilibre écologique de toute une région. Comme la baie de Seine, stérilisée par l'industrie, celle de la Loire gardera-t-elle longtemps ses marins pêcheurs? Beaucoup plus grave est l'assèchement des zones humides. Jean-Claude Lefebvre nous donne le point de vue de l'écologiste. Pendant des centaines d'années, la vie sauvage s'est développée sur ces vastes espaces que constituent les marais de l'Ouest, espaces très utilisés par l'homme par de multiples activités. Actuellement, une menace précise pèse sur eux. Ce sont des travaux de drainage qui vont englober les 200 000 hectares de ces marais de l'Ouest. Les conséquences pour la faune sauvage peuvent être importantes. En effet, le drainage va amener l'exondation de zones qui étaient toujours humides. Le drainage va aussi, malheureusement, permettre la culture du maïs et avec la culture du maïs va entraîner l'arrivée de pesticides, d'herbicides et d'engrais dont on sait qu'ils peuvent compromettre à terme la qualité du milieu. Monsieur Gérard Martineau, vous êtes maire de Bouillé-les-Marais, vous êtes responsable d'un groupement agricole. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces grands travaux de drainage vous semblent nécessaires? Les travaux de drainage ont été réalisés il y a quelques années ici dans cette zone-là et ils s'avèrent nécessaires pour des raisons purement techniques et économiques. Sans maîtrise de l'eau dans ces terres-là, eh bien, il est impossible que les agriculteurs puissent sortir de ce sol le revenu nécessaire pour pouvoir vivre au même niveau que les autres secteurs socioprofessionnels existants en France. S'il fallait rester avec les méthodes d'autrefois, qui sont des méthodes traditionnelles, eh bien, pour qu'un exploitant puisse vivre, eh bien, ça supposerait qu'il ait des centaines d'hectares, quoi, Constant Nolot, responsable agricole dans le Marais Poitevin, donne à son tour son point de vue. Ces très grands travaux d'assèchement ne sont que la suite des assèchements des XIIIe et XVIIe siècles. Alors, à la lumière de ce qui s'est passé, à la suite justement de ces assèchements, je crois qu'il faut être très prudent. Certains terrains, même asséchés, ce qui sera très difficile d'ailleurs, ne sont pas propices à toutes les cultures. Et le grand mal actuellement, c'est de vouloir adapter coûte que coûte les sols aux cultures qu'on désire faire parce que jugées rentables. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est adapter les cultures aux sols que l'on a, avec leurs qualités et leurs défauts. Certains sols sont propices aux cultures des céréales. Mais il est bien dit dans les baillettes par lesquelles les moines ont concédé leurs droits dès le XVIe siècle, que certaines terres s'avéreront hostiles à la culture des blés. Et ces terres, elles peuvent s'avérer très propices à l'élevage. Ce sont des terres où il pousse de l'herbe. Il y a plusieurs façons de vivre dans le Marais, selon les régions, selon la proximité de la mer. Il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Mais il y a des terrains
où l'élevage doit demeurer. Actuellement, 80% des surfaces sont encore consacrées à l'élevage. Il faut que chacun sache que dans notre région, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Il faut une certaine discipline, mais cette discipline, il faut l'acquérir soi-même par la connaissance du milieu. Le problème est posé. Mais tient-on vraiment à le résoudre pour sauver les richesses naturelles et humaines de ces littoraux? En fait, il ne suffit pas qu'une catégorie socio-professionnelle, les agriculteurs, disent « nous voulons aménager les marais ». Il faut maintenant que l'on prenne en compte toutes les revendications d'un certain nombre de personnes. Et en fait, conchiliculture, agriculture et aménagement des milieux naturels peuvent très très bien coexister, pourvu qu'on ait une autre conception de l'aménagement régional. Et cette conception, je voudrais la faire partager à des quantités de personnes, vivre ensemble. Ça pourrait être aussi un excellent thème pour l'avenir.